L'information de 23h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Le président du FIDA reçu par le chef de l'État au palais présidentiel ce jour. L'organisation ouvrira prochainement à Abidjan un bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre. Le président du FIDA a également salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. Le dossier économie de ce mardi porte sur la sécurité alimentaire. De nouvelles variétés de riz ont été étudiées et validées par le CNRA et Africa Rice. Une belle avancée pour le plan d'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire. C'est un dossier à suivre dans ce journal. Et nous voyons aussi cette grande tournée nationale pour sensibiliser les populations sur le thème l'élection, instrument de renforcement et de paix. Une tournée qui se tient du 23 novembre au 2 décembre 2021, conduite par la commission électorale indépendante qui sillonnera au moins 9 villes de la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, recevait ce 23 novembre Gilbert Ngbo, le président du Fonds international de développement agricole, FIDA. L'entretien a porté sur l'installation du bureau régional Afrique de l'Ouest et du centre du FIDA à Abidjan, ainsi que des investissements de cette organisation en Côte d'Ivoire sur la période 2022-2024. Sachez que la collaboration entre le FIDA et la Côte d'Ivoire aura déjà permis d'exécuter plus d'une dizaine de projets. Le point de cet entretien au palais présidentiel avec Awa Touré. Le président du Fonds international de développement agricole, Gilbert Ngbo, est en Côte d'Ivoire pour déterminer les moyens d'investir dans la résilience climatique afin d'atteindre les objectifs d'élimination de la faim et de la pauvreté dans la sous-région. Il a fait au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur l'installation du bureau régional en Côte d'Ivoire et les investissements à réaliser dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et le travail des enfants. Nous avons touché à plusieurs points. D'abord, il s'était agi de l'installation du bureau régional du FIDA et ici à Abidjan, où nous allons couvrir toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, et donc le côté logistique et opérationnel. Et sincèrement, le gouvernement depuis plusieurs mois a tout fait pour justement faciliter cette installation. Et nous avons donc rendu compte au chef de l'État de ce que nous avons vu sur le terrain. Et personnellement, ça fait 4 ans que je n'ai pas mis pied sur le sol ivoirien. Et donc, c'est quand même très impressionnant de voir non seulement à Abidjan, mais aussi à l'intérieur. Lorsqu'on s'en va à l'intérieur, on sent et les efforts que déploient les autorités et le peuple ivoirien. Nous avons aussi touché la question des investissements que le FIDA fait et que nous projetons toujours de faire dans le cadre du cycle 2022-2024. Le dernier point aussi, c'est l'investissement en matière de changement climatique lié justement à l'agriculture, la question de l'adaptation, comme vous savez, qui est une question fondamentale pour le monde rural, et le FIDA est très 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 impliqué dans la question de l'adaptation et aussi du trading du carbone, et là-dessus sur lesquels il y a déjà eu une initiative au niveau du gouvernement, donc le FIDA est aussi actif là-dessus. Créé en décembre 1977, le Fonds international de développement agricole est une institution spécialisée des Nations Unies qui s'est donnée pour mission de combattre dans les pays en développement la faim, la malnutrition et la pauvreté. Et cette même journée, le président du FIDA a procédé à la signature de l'accord de siège au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Cette convention acte l'installation prochaine à Abidjan du bureau régional Afrique de l'Ouest du centre du FIDA. C'est un siège qui ouvrira dans au moins 12 mois, selon cet élément de Noé Gnagno. La signature de l'accord de siège du bureau régional du Fonds international de développement agricole, FIDA, en Côte d'Ivoire. Un acte de portée stratégique pour le fonctionnement du FIDA en Côte d'Ivoire et partout en Afrique de l'Ouest et du Centre.
La célérité de son obtention est saluée à sa juste valeur par le président. Je suis vraiment soulagé de cet accord de siège que nous venons de signer. Et en un temps record, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, sous la houlette de notre gouverneur, qui est le ministre d'État de l'Agriculture, et tous les ministères impliqués se sont mobilisés pour permettre justement au FIDA et à la Côte d'Ivoire de signer rapidement cet accord de siège. Donc pour moi, c'était une considération essentielle. Toucher du doigt les réalités des paysans producteurs de cacao, une des composantes de la feuille de route de Gilbert Ngbo en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, le président du FIDA et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et leurs délégations respectives se sont rendus à Amanikro, à une dizaine de kilomètres de Divo, dans le champ de Kwasi Adamo Frank Anderson. Superficie 1,5 hectare. L'âge de la plantation 21 ans. Après lessibilité, place aux explications du processus d'obtention des fèves, bien séchées et bien fermentées. Un moment fortement apprécié pour ses enseignements. Je repars d'Amanikoro avec un sens de responsabilité où je crois que, vu l'aspect positif de cette visite, la responsabilité d'en faire plus. Ce sera peut-être de porter à échelle. Outre les réalités du monde des producteurs, Gilbert Ngbo a eu une séance de travail à 4 membres du gouvernement. Une rencontre bilatérale pour évaluer le chemin parcouru et décliner les perspectives. Il s'agit des ministres de l'économie et des finances, de l'agriculture et du développement rural, de la production animale et des ressources halieutiques, enfin du ministre de l'Environnement. Le FIDA et la Côte d'Ivoire, le mariage dure depuis 1984. Il a accouché de 11 projets, 9 sont réalisés et 2 en cours de réalisation pour un montant de 240 milliards de francs CFA. Pour le prochain projet, Gilbert Ngbo indique que l'enveloppe va connaître une hausse de plus de 20% par rapport au passé. Point final du séjour du président, la visite des locaux à aménager pour loger le siège. Durée des travaux, 12 mois. Le FIDA aura aussi mené en Côte d'Ivoire plusieurs actions pour renforcer la sécurité alimentaire par le développement des activités agricoles telles que les rizicultures. Ces actions sont poussées par d'autres organisations telles que le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, et le CNRA. Ces centres ont créé et sélectionné 4 variétés de riz qui résistent à la sécheresse. C'est une opportunité pour améliorer la production dans ce contexte de changement climatique. Et ce soir, le dossier économie met en lumière ces nouvelles variétés de riz. Le sujet est développé par Jean-Luc Bambo. Mijotant dans des marmites, servis dans un nuage de vapeur ou joyeusement dégustés dans la rue. C'est le riz qui est à l'honneur aujourd'hui à Guembé, dans la région du Poro. Une fête du riz improvisée dans une zone habituée plutôt à la culture du coton. Guembé est l'un des 16 villages choisis pour expérimenter le projet Diffusion en milieu paysan de nouvelles variétés de riz pluviales tolérantes à la sécheresse. Un projet du Centre national de recherche agronomique, CNRA. On ne pouvait pas s'arrêter au niveau seulement du champ. La variété peut bien se comporter au champ, mais est-ce que réellement l'appréciation des caractéristiques organoleptiques sera réellement aussi au goût des consommateurs et même des producteurs? Ce sont 4 variétés de riz, CRAM 1, CRAM 2, CRAM 3, CRAM 4, qui ont été créées et sélectionnées par le CNRA pour leur tolérance à la sécheresse, leur précocité et leur rendement potentiel. Dans les 16 villages où le projet est exécuté, ce sont les paysans qui en parlent le mieux. Quand je viens au champ et je regarde la production, je vois que la production des 2 variétés donne plus que la variété locale. Et les 2 variétés sont moins attaquées par les insectes. Dans le département de Korogo, les rendements moyens des 4 nouvelles variétés ont été compris entre 2,2 et 2,8 tonnes à l'hectare, alors que celui de la variété locale la plus cultivée a été de 1,5 tonnes à l'hectare. Les variétés locales que les paysans cultivent ici ne sont plus adaptées à ce changement climatique-là. Et il y a toujours des problèmes de production. Nous sommes venus avec ces variétés-là pour leur permettre de pouvoir continuer
à produire du riz pluvial, voilà, qui va leur permettre de pouvoir toujours avoir de la nourriture. La riziculture pluviale en Côte d'Ivoire occupe 45% de superficie emblavée et représente 23% de la production. La diffusion de ces 4 variétés dans les grandes zones de production de riz pluvial constitue une opportunité pour améliorer la production de paddy dans un contexte de changement climatique. Nous avons eu à former les producteurs sur l'itinéraire technique du riz. Et après, nous avons fait la récolte ensemble. Nous avons évalué les productions. Pour permettre aux riziculteurs de cultiver ces variétés dans leurs champs, 4 tonnes de semences ont été produites et distribuées en 2 phases à 320 bénéficiaires directs de ce projet. D'abord, avant d'utiliser la semence, il faut s'assurer que la semence est de bonne qualité. Certains bénéficiaires ont déjà distribué une partie de leur récolte à des riziculteurs de leur village et des villages voisins. Une stratégie qui permettra d'ici quelques années de couvrir les périmètres rizicoles de tous les départements du projet et d'améliorer le rendement de ces zones. On est vraiment très fiers et on est pressés même si on nous pouvait faire produire 1 hectare cette année chacun, pour que le riz arrive très vite. Actuellement, même, il y a des camarades qui ont vu d'elles-mêmes commencent à m'appeler. Ce projet a été réalisé sur 24 mois grâce à un fonds de 70 millions de francs CFA du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, mis en place dans le cadre de la 2e phase du contrat de désendettement et de développement et de 30 millions de francs CFA du CNRA. Après l'étape de la production, il est question d'apprécier le goût de cette nouvelle variété de riz. Une sorte d'examen de passage dont l'un des centres se trouve être la sous-préfecture de Gembe. J'ai choisi 3 qui m'ont plu et une variété que je pourrais dire j'ai rejetée. Comment s'est opéré le choix? Lorsque vous consommez le riz doit avoir un parfum. Afin de permettre à tous les paysans des zones du projet et d'autres départements de la Côte d'Ivoire d'avoir accès aux semences de qualité de ces variétés, un dépôt de demande d'homologation a été réalisé. Reste à la disponibilité des semences au niveau du CNRA afin de permettre aux entreprises semencières de produire les semences certifiées en quantité suffisante. En Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, la consommation de riz est estimée à 109 kg par personne par an. Le pays importe 1 million de tonnes de riz par an, pour un montant estimé à plus de 250 milliards de francs CFA. Voilà qui donne de l'espoir à la politique d'autosuffisance en riz. La commission électorale indépendante ouvre une campagne de sensibilisation à l'éducation civique électorale. C'est une opération en faveur de la paix sociale qui a débuté ce mardi à l'école de gendarmerie Sidonie Davila. L'élection est un jeu, mais un jeu sérieux. Voilà pourquoi il est demandé aux partis politiques de faire preuve de beaucoup de sagesse. Ceux qui sont porteurs de l'espoir du peuple, ceux qui sont porteurs des solutions aux défis de la population, ce doivent être des gens qui sont pénétrés des règles électorales. Ce sont ceux-là qui doivent faire preuve de beaucoup de sagesse. Tel un enseignant face à ses élèves, que sont ces gendarmes, le conférencier s'est voulu très pratique pour mieux faire passer son message. Avec pour thème l'élection, instrument de renforcement de la paix. Ibrahim Koulibaly-Kubière, dans cet exposé magistral, a tenu à rassurer les gendarmes sur l'exécution de la tâche de la CEI. Si l'élection donne la paix, si l'élection conjure le mauvais sort, d'où vient-il que l'élection puisse causer la mort, puisse être la source de troubles, de guerres et de crises? 2 éléments s'offrent pour répondre à cette question. Premièrement, il faut que la population s'approprie la matière électorale. Et deuxièmement, l'organe en charge de l'élection doit inspirer confiance. Si cet organe n'inspire pas confiance, l'élection ne pourra jamais produire la paix. La CEI et les forces de défense et de sécurité, 2 entités qui travaillent ensemble. Les gendarmes promettent de jouer leur partition lors des élections. C'est vrai que les élections contribuent à renforcer la paix sociale, mais pour que cette paix sociale soit, il faut que ces élections se déroulent correctement. Et donc, eux, ils doivent comprendre l'importance de leur rôle
au cours de ces élections-là. Je pense que c'est ce qui est le plus essentiel pour eux aujourd'hui. La campagne d'éducation civique électorale qui a eu lieu à la gendarmerie ce mardi est la première étape d'un vaste programme de sensibilisation. La CEI compte aller à la rencontre des populations, et ce, dans 9 régions. Le défi pour la commission électorale indépendante est de permettre aux populations de comprendre les règles du jeu et de se les approprier. L'enjeu est de taille, la paix. Et notre opération d'envergure est en cours. Le recensement général de la population et de l'habitat sur le terrain depuis le 8 novembre dernier. Certains agents recenseurs peinent à recueillir les informations de certains ménages. Et pour en savoir les raisons, le directeur général de l'Institut national de la statistique s'est confronté à la réalité du terrain. Le témoignage de Patricia Omoitia. Pas de répit pour les agents recenseurs depuis le démarrage du recensement général de la population et de l'habitat. Ce dimanche 13h, Jean Kofi, agent recenseur, a rendez-vous avec un ménage aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Il y est pour la collecte d'informations. Il y a de cela une semaine que j'étais là pour la numérotation et je lui avais dit que j'allais repasser. Et ça a coïncidé qu'aujourd'hui, je suis dans le foyer de maman Akou. Contrairement à Jean Kofi, depuis ce matin, Paul rencontre des difficultés sur le terrain. Les portes de certains ménages lui sont fermées. Cette situation, il la vit depuis 2 semaines. On a constaté ici de suite, on vient, la dame tous les jours, elle nous dit qu'elle est couchée, qu'elle ne peut pas sortir. On vient, on sort, on va dans des coins où on nous chasse. Il y a un monsieur même qui a eu à nous dire que lui n'est pas intéressé. Et quand on a commencé l'interview, arrivé sur son ethnie, il dit non, c'est pas important qu'il n'est pas intéressé. Bon, on a arrêté comme ça. Depuis là, bon, on est ici, on ne fait que défiler ici, on ne peut pas avancer, le boulot, ça tarde. On a tapé pratiquement 2 semaines. Disons aujourd'hui, on a recensé seulement 50 personnes. Bon, normalement, ça devait aller au-delà. Ils sont nombreux, ces agents qui rencontrent d'énormes difficultés à accéder aux ménages pour la réussite de l'opération de dénombrement. Une situation qui a amené le directeur général de l'Institut national de la statistique à investir le terrain en vue de s'enquérir des réalités des agents et rassurer les populations. Nous avons pris des précautions. Et tous nos agents recenseurs d'abord sont identifiés au niveau de l'INS, mais aussi pour leur identification, c'est vrai, il y a la chasuble, il y a le badge, il y a l'ordre de mission, et puis il y a des lettres de mission qui sont signées par les autorités. Je pense que c'est des éléments importants, c'est très important à le relever parce qu'il y a certaines personnes qui refusent toujours d'ouvrir leurs portes. Donc nous les invitons à ouvrir leurs portes pour permettre à nos agents de pouvoir faire le dénombrement correctement. Cela est très important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat a démarré le 8 novembre dernier et prendra fin le 28 novembre prochain. Parlons à présent de développement local. Le conseil municipal de la commune d'Abobo a arrêté son plan d'action pour les 3 prochaines années. Le plan sera axé sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Un investissement de 674 millions de francs CFA est prévu. Nous en parlons avec Théodore Zouzou et Edith Nguessan. Fait d'Abobo une commune assainie, dotée d'infrastructures modernes et à fière allure. Et la vision de son conseil municipal à travers le concept Abobo Ezo. Libération des emprises, des attentes principales et des actions de soutien aux démunis. En tant que religieux, nous demandons à nos autorités de pouvoir investir, faire le social, créer des emplois. Les communautés sont celles qui sont tous les jours impactés par tous les projets de développement dans la commune. Et nous voulons dire merci au conseil municipal. Pour rendre plus visible l'amélioration du cadre de vie des populations, le programme triennal 2022-2024 est adopté par acclamation. D'une valeur de 4 992 millions de francs CFA, il prend en compte le fonctionnement et les investissements. Le budget primitif 2022 est également adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 3 800 millions de francs CFA, avec 674 millions consacrés à l'investissement dans le social, l'éducation, la santé et le financement des projets. Ces différentes opérations qui, si elles sont menées à terme, apporteront véritablement un changement dans la vie des Abobolais et des Abobolaises. Et je voudrais encore une fois
appeler l'ensemble des habitants d'Abobo à soutenir toutes les actions menées par le conseil municipal. Et nous ne cesserons jamais de rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour accroître les recettes de la commune, le conseil opte pour le recouvrement électronique. Un hommage a été rendu au président de la République pour l'octroi d'un budget additionnel de 174 milliards de francs CFA dans le cadre du plan d'urgence de la commune d'Abobo pour en faire une cité où il fait bon vivre. Une bonne nouvelle pour les populations de Yopougon. La grève des taxis communaux et des minicars de transport dit Baka a été suspendue. Les protestations portaient sur les taxes municipales instaurées pour faire respecter le code de la route. Le collectif des chauffeurs grévistes de Yopougon a ce soir levé son mot d'ordre de grève. Écoutons cette déclaration. Après plusieurs séances avec les autorités municipales, le Haut Conseil des entreprises de transport et du gouvernement, nous transporteurs de Yopougon, avons décidé de suspendre notre mot d'ordre de grève. En effet, les négociations ont abouti à la suspension de l'application du paiement de la contravention exorbitante de la mairie de Yopougon. Par conséquent, nous demandons à tous nos amis conducteurs de reprendre le travail dès ce mercredi 24 novembre 2021. J'en profite pour lancer un appel à toute la population afin de présenter nos excuses des agréments que cette grève a pu commettre. Donc vraiment, nous vous demandez pardon, nous nous excusons auprès de la population. Et nous remercions aussi nos camarades qui ont vraiment suivi la grève à la lettre. Donc, chers camarades, à partir de demain mercredi, nous pouvons reprendre le travail. Donc, nous en profitons pour saluer toutes les parties prenantes. Voilà, la grève des transports en commun suspendue dans la commune de Yopougon. Cette déclaration a été recueillie par Lanciné Bakayoko. L'insertion professionnelle des jeunes est une priorité pour le gouvernement. Les jeunesses du Poro ont été bien instruites sur le sujet par les ministres Mamadou Touré et Amadou Koulibaly. Et pour soutenir leur activité, une enveloppe de 22 millions de francs CFA est annoncée. Voyons cela dans ce reportage de Jeanne Toubé. Le rendez-vous avec les jeunes des ministres Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique et Amadou Koulibaly de la communication et des médias après l'allure d'un exposé sur la politique du gouvernement en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire et la contribution de cette frange de la population au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La rencontre, un cadre d'échange ouvert sans faux fuyant sur les préoccupations et besoins des jeunes de cette région. Pour les uns, l'insertion professionnelle et pour les autres, l'autonomisation. En perspective, leur réalisation sociale. On fait un peu de maraîcher, de l'élevage, de maïs. Une fois qu'on met l'activité en place et que les choses avancent un peu bien, avec les ressources justificatives, la deuxième priorité, nous prions Dieu qu'effectivement ces gens de rencontres se fassent de façon régulière, de pouvoir permettre à la jeunesse d'être assez responsable. Ceux-là même qui sont au devant de cette jeunesse sont à l'écoute, sont disponibles à nous encadrer. La jeunesse de la région du Poro, dans toutes ses composantes, a été mise devant ses responsabilités, celle d'aller à l'information et saisir les opportunités que lui offre le gouvernement à travers tous les projets initiés et exécutés au bénéfice des jeunes de Côte d'Ivoire. À l'exemple d'Agir pour les jeunes, projet grâce auquel ils sont nombreux aujourd'hui à être insérés dans le tissu socio-économique. Autre responsabilité à laquelle la jeunesse a été aussi appelée, son engagement civique en ce qu'elle constitue l'avenir, la relève d'une Côte d'Ivoire qui promeut l'Ivoirien nouveau. Les ministres Mamadou Touré et Amadou Koulibaly, eux-mêmes issus de la frange jeune de la population, invitent les jeunes de Côte d'Ivoire à croire en l'engagement du président de la République. L'État est là. L'État est prêt à les accompagner, mais il faut qu'eux aussi, ils fassent leur part en saisissant toutes les opportunités que l'État met à leur disposition. Il y a une bonne dynamique actuelle et le cap sera maintenu en 2022. Nous continuerons à nous battre pour que les jeunes de Poro, comme l'ensemble des jeunes
puisse continuer à bénéficier donc, des actions du gouvernement et du chef de l'État à la Centrale. Mamadou Touré a annoncé d'importants projets dont un fonds spécial de 2 milliards de francs CFA dédié aux jeunes des régions du Bonkani, du Kiologo, de la Bagoué, du Poro et du Folon. L'État de Côte d'Ivoire accompagne les jeunes dans leurs études supérieures. Un partenariat lie de ce fait 2 universités des États-Unis et de la Côte d'Ivoire. L'université de l'État d'Alabama aux États-Unis et l'université internationale Clairefontaine d'Abidjan sont désormais partenaires. Ce partenariat va donner lieu à des échanges de programmes et d'expériences. L'université de l'État d'Alabama envisage même de construire en Côte d'Ivoire un campus satellite. Des précisions avec Mahama Traoré. C'est un énième partenariat entre des universités ivoiriennes et américaines. Cette fois, il unit l'Université internationale Clairefontaine d'Abidjan et l'Alabama State University, ASU. Dr Quinton Ross et Chantal Fanny, respectivement présidents de l'ASU et de Clairefontaine Abidjan, ont signé l'accord cadre de coopération. Accord qui prévoit la construction à Abidjan par l'ASU d'un campus satellite, le premier de cette université en Afrique. Cet événement marquera le début d'une incroyable aventure qui propulsera ASU sur la scène internationale, mais qui fait son entrée sur la terre des ancêtres, de ceux qui ont créé cette université. Oui, ASU revient à la mère patrie en foulant les pieds sur la terre et son choix s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Nous en prenons toute la symbolique de cet acte d'espoir. Cet accord cadre entre ces 2 universités vient aussi renforcer l'état des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est pourquoi il bénéficie du soutien du gouvernement ivoirien représenté à cette cérémonie par le ministre des Sports, Paulin Danho. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, avance, se consolide, se construit. Mais nous savons tous qu'il y a de richesses que d'or. Donc nous avons besoin de former les jeunes générations de demain pour qu'ils soient compétents, pour relever les défis qui nous attendent, et ils sont nombreux. Fondée en 1867, l'Université de l'État d'Alabama va ainsi partager son expérience avec l'Université internationale Clairefontaine d'Abidjan, qui a ouvert ses portes en 2019. Suivons à présent l'évolution du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce mardi, 61 nouveaux cas de Covid-19 sont répertoriés. Le bilan du jour compte aussi 23 nouvelles guérisons et 0 cas de décès ce 23 novembre 2021. La Côte d'Ivoire dénombre 61 652 cas confirmés, dont 60 597 personnes guéries, 703 personnes décédées. Il reste encore 352 cas actifs et à ce jour, sachez qu'au moins 4 213 463 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées. Faites-vous vacciner pour stopper la chaîne de contagion. Dans l'ouest du pays, les populations des départements de Danané et Zongnia célèbrent les actions de développement réalisées dans leur localité, suivant ce compte-rendu de notre correspondante Eve Boué. Danané, stade municipal. Les populations des départements de Danané et Zongnia, réunies ce jour sous la multitude des bâches, rendent hommage au président de la République sous l'impulsion de Maï Clarisse, secrétaire d'État chargé de la protection sociale et des cadres et élus de ces 2 départements. Toute la population de Danané, de Zongnia, de Benouin, de Maple, que nous appelons affectueusement le Tonki Sud, est sortie massivement pour manifester leur gratitude au président de la République, qui ne fait pas de discrimination au niveau du développement dans notre pays. Pour lui, toutes les régions se valent. Nous avons des raisons de croire en notre ado. Ado le bafetier, ado solution, ado le bâtisseur, ado le meilleur. Le président de la République a véritablement œuvré pour le développement de notre région et également pour la promotion des cadres,
nous en sommes très fiers et satisfaits. Le bitumage, les constructions d'hôpitaux, d'écoles, l'électrification de nos villages, c'était pour nous une façon de lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans la vie. Il n'y a rien de plus beau que la reconnaissance. Le président a valorisé le capital humain par la nomination et la promotion des fils et filles du Tonkpi. Grâce au chef de l'État, Danane et Zoonien présentent un meilleur visage au niveau du réseau routier avec l'axe Danane frontière Guinée achevé, l'axe Zoonien Benwen tout le plus en cours de réalisation et l'axe Man Danane Zoonien en pleine rénovation. Sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, le taux de l'électrification rurale est de plus en plus élevé et les réalisations dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'autonomisation des jeunes et des femmes font aussi partie de ces actifs. Adama Bitogo a signifié que le président Alassane Ouattara mérite amplement ce vibrant hommage. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Il a une seule préoccupation, rassembler les Ivoiriens. Rassembler les Ivoiriens. Il a une seule préoccupation, développer la Côte d'Ivoire pour le bonheur de ses parents. Il a également rassuré les populations que toutes les promesses faites par le président Alassane Ouattara seront tenues. Outre l'hommage à Alassane Ouattara, un autre hommage a été rendu à la jeunesse de Danane qui a brillamment remporté le premier prix de l'émission culturelle de la RTI Variétoscope édition 2021. Ce prix, constitué d'une ambulance médicalisée offerte par le Premier ministre Patrick Achi, a été remise à l'hôpital général de Danane par le ministre Diomandé Vagondo. Et nouvelle moins reluisante cette fois, nous apprenions le décès de Ousmane Sy Savané. Il fut directeur général de la RTI. Ousmane Sy Savané n'est plus homme de communication. Il a été par ailleurs directeur général de Ivoire Média et il a aussi été maire de la commune d'Odiéné. Nous lui rendons hommage ce soir et nous terminons sur cette information, ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres informations d'ici et du monde.